Bonsoir et bienvenue sur Athénée Noctua, votre podcast de philosophie du vendredi soir. Nous nous retrouvons ce soir pour aborder le thème des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs, qui est cette année expérience, au pluriel, de la nature. Expérience de la nature que nous abordons à travers 3 auteurs cette année, Canguilhem pour la partie philosophie, Jules Verne et Marlene Haushofer pour la partie littérature. La fois précédente, j'avais commencé à aborder le texte de Canguilhem sous l'angle de l'introduction dont j'avais commenté avec vous quelques citations. Nous allons poursuivre ce travail sur Canguilhem en travaillant sur l'un des chapitres de l'ouvrage qui s'intitule « Machine et organisme », qui est le chapitre 2 de la 3e partie de l'ouvrage. Et dans cette partie, j'ai sélectionné pour cette séance 3 citations que je commenterai. La première citation que j'ai choisie est la suivante. On peut définir la machine comme une construction artificielle, œuvre de l'homme, dont une fonction essentielle dépend de mécanismes. À cette citation, qui se trouve page 131 de votre ouvrage, j'ajouterai le commentaire d'une petite remarque un peu plus loin, où l'auteur nous dit que cette machine a des degrés de liberté déterminés. La seconde citation se trouve à la page 146 et dit ceci. « Ce qui est donc positif chez Descartes, dans le projet d'expliquer mécaniquement la vie, c'est l'élimination de la finalité sous son aspect anthropomorphique. » Enfin, la 3e citation que j'ai choisie se trouve au bas de la page 151 et au haut de la 152. Le texte dit ceci. « Un organisme a donc plus de latitude d'action qu'une machine. Il a moins de finalité et plus de potentialité. » Je reprends donc la première citation choisie, page 131. On peut définir la machine comme une construction artificielle, œuvre de l'homme dont une fonction essentielle dépend de mécanismes. Cette proposition fait allusion de manière directe à l'œuvre de Descartes et à sa théorie des animaux-machines, telle que Descartes l'a développée dans plusieurs parties de son œuvre, dans la partie 5 du discours de la méthode, dans une lettre très célèbre au marquis de Newcastle et dans le traité de l'homme. Dans ces 3 textes, l'auteur, qui est Descartes, a cherché à aborder le vivant sous un angle très singulier, puisqu'il l'a abordé comme une machine. Canguilhem, dans le titre du chapitre « Machine et organisme », fait donc une allusion directe à la théorie de Descartes qu'il va analyser dans le détail. En effet, Canguilhem constate qu'il y a eu une certaine pérennité de la thèse mécaniste de Descartes, qu'elle a longtemps été vue comme un dogme, ce qui n'est plus le cas puisque Canguilhem rappelle que de nos jours, les biologistes voient dans ce cartésianisme une vue étroite et insuffisante. Pour autant, Canguilhem considère que réfléchir à la philosophie, et à la biologie mécaniste donc, revient à interroger le véritable legs de cette thèse. Pourquoi Descartes donc a-t-il eu tendance à assimiler un organisme vivant à une machine, et quels étaient les fondements de cette théorie ? Dans la citation que j'ai choisie, il est donc question de définir la machine comme une construction artificielle, une œuvre de l'homme. Dès lors, on comprend combien l'usage de la machine, du mécanisme, peut surprendre pour qualifier et identifier ce qu'est le vivant. Car c'est utiliser quelque chose qui est de l'ordre de l'artifice et non de la nature. C'est une construction artificielle qu'une machine fabriquée par la main de l'homme. Or la nature est tout sauf artificielle, elle est même par définition tout le contraire. Descartes, en formulant cette hypothèse dans la partie 5 du discours de la méthode, ce n'est qu'une hypothèse, rappelons-le, puisque le passage sur la thèse des animaux-machines commence par l'expression « je me contentais de supposer », donc c'est bien une hypothèse. Cette supposition, donc cette hypothèse, consiste à aborder le corps de l'homme comme étant composé de matière, ce en quoi d'ailleurs il ne différerait pas du corps de l'animal, d'où l'expression « théorie des animaux-machines ». Il s'agirait donc pour Descartes de penser le corps sans l'âme. Et une fois cette hypothèse posée, à savoir que le corps est un composé chimique qui n'est pas animé par une âme, mais plutôt par un feu, comme la matière végétale par exemple, est animée par la combustion de la putréfaction, Descartes recourt à une illustration qui est très célèbre, l'explication du mouvement du cœur et des artères. Et comme le discours s'adresse plutôt à un béotien qui n'entend pas grand-chose en anatomie, et pourra expérimenter par lui-même, comme faisait Descartes d'ailleurs, allant chez son boucher observer le cœur des animaux, eh bien il parlera, avec un vocabulaire assez simple, de cavités, de tuyaux,
décrivant le cœur tel une machine hydraulique, machines qui sont tout à fait à la mode depuis que les fontainiers florentins ont été reçus à Paris, début XVIIe, et fabriquent des fontaines. Ainsi, la description du réseau veineux évoque-t-elle des petites portes, des petites pots qui laissent passer le sang, comme les machines hydrauliques laissent passer de l'eau. Dans le même ouvrage, Descartes utilise la métaphore de l'horloge, dont la force, l'existence des contrepoids et des roues, ressemble encore à la mécanique bien huilée de notre corps vivant. Or, lorsque Canguilhem définit la machine comme construction artificielle œuvre de l'homme, dont une fonction essentielle, écrit-il, dépend de mécanismes, on retrouve bien là ces machines complexes que sont les horloges ou les machines hydrauliques. Or, Canguilhem soulève plusieurs points difficiles du fait de cet usage d'une métaphore mécanique, c'est que toute machine ne permet pas d'adhérer à la thèse cartésienne. Il faut sélectionner parmi les outils, parmi les machines les plus complexes, ceux qui sont notamment non seulement dotés de configurations complexes, mais aussi capables d'être mus d'eux-mêmes, c'est-à-dire automates. D'où cette remarque de Canguilhem qui précise que, je cite, « la représentation d'un modèle mécanique de l'être vivant ne fait pas intervenir uniquement des mécanismes de type cinématique. » Autrement dit, il ne suffit pas que la machine bouge, encore faut-il que ce mouvement vienne de la machine elle-même, car lorsque l'on voit un vivant qui bouge, il n'est pas manipulé par quelque chose d'extérieur à lui-même, il bouge de lui-même. Ce que Canguilhem exprime lorsqu'il écrit « L'explication mécanique des fonctions de la vie » suppose historiquement la construction d'automates. En effet, l'automate, c'est la seule machine ayant l'apparence de l'autosuffisance. Il suffit de lui donner une première impulsion, par exemple en remontant le mécanisme de l'horloge, et l'horloge va balancer jusqu'à ce que son mécanisme s'épuise. Il bouge, ce mécanisme tout seul, ou du moins semble-t-il tout seul. Parce que l'auteur insiste bien sur le fait qu'il faut un premier moteur. Le primum movens en latin, le premier mouvement, doit avoir une cause. Chez Descartes, ce premier mouvement vient du cœur, lequel a été animé par Dieu soi-même. Je finis l'analyse de cette première citation sur la petite note qui est ajoutée un peu plus loin, où l'auteur nous dit à propos de cette machine qu'elle comporte des degrés de liberté déterminée. On appréciera l'oxymore, liberté et détermination se contredisent ici, et en effet, quelle est la liberté d'une horloge ? Que son pendule aille d'un côté à l'autre, c'est une liberté extrêmement restreinte en effet, même si on ne peut pas nier qu'elle existe. Cette limitation de la liberté, elle est intéressante, parce que Canguilhem comprend bien que si la machine est devenue le moyen de comprendre la vie, c'est qu'on a utilisé quelque chose de fabriqué par un homme, une machine est le produit de l'art humain, qui est dépourvu de liberté ou quasi, pour comprendre une vie qui, au contraire, est le fruit de la nature et semble dotée d'une plus grande liberté. Pour le dire autrement, on pourrait dire qu'il y a des mécaniques, bien huilées, mais sans liberté, déterminées, c'est le propre des machines fabriquées par les êtres humains, et face à ces mécaniques, il y a des expériences de la nature. Sachant donc que le mot expérience est à penser du côté de la liberté. Et j'en arrive au commentaire de la 3e citation, je finirai par la seconde, car il est plus logique pour moi de procéder ainsi. En effet, nous venons de voir qu'il y avait peu de liberté du côté de la machine, et il y en a beaucoup du côté de la vie d'après Canguilhem. Au bas de la page 51, il écrit « Un organisme a donc plus de latitude d'action qu'une machine. Il a moins de finalité et plus de potentialité. » Qu'est-ce que cela veut dire que la vie ait plus de latitude ou de potentialité que la machine ? D'abord, il faut revenir peut-être un peu plus haut dans le texte, page 148, pour comprendre de quoi il s'agit. Canguilhem aborde l'exemple de l'élargissement du bassin des femmes avant l'accouchement et constate que, lorsque le fœtus se présente, le bassin s'est déjà élargi pour l'accueillir. Si le bassin s'élargit par un mouvement de bascule des os, alors l'accouchement est possible. Des potentialités étaient donc à l'œuvre dans ce corps. Si on utilise une approche strictement mécaniste de ce phénomène, on pourra bien analyser en quoi le bassin s'élargit, mais non en vue de quoi. Si l'on fait du bassin féminin une pure machine,
on ne comprendra que le mécanisme par lequel il se produit cet élargissement, mais on ne comprendra pas sa finalité biologique. Or, d'après Canguilhem, il n'y a pas que des causes, il y a aussi une finalité biologique. La question maintenant, c'est de savoir en quel sens il y a finalité, et de distinguer cette finalité de la finalité d'un instrument. Quand je fabrique une horloge, c'est pour donner l'heure. Si je fabrique un marteau, c'est pour ne pas utiliser mon poing et planter des clous de manière efficace. La finalité précède donc, en quelque sorte, la fabrication de l'outil. Si l'on retombait donc sur un finalisme un peu étroit, on pourrait dire que les femmes sont faites pour enfanter, que l'utérus est fait pour porter un enfant, et donner pour preuve l'élargissement de cet utérus. Or là n'est pas du tout la proposition de Canguilhem. Canguilhem constate que contrairement à la finalité étroite de l'outil, préalablement conçu, le vivant est capable d'improviser et de s'adapter à des finalités autres que celle qui a l'air d'être celle pour laquelle l'organe existe. Ainsi, Canguilhem va-t-il lourdement insister, dans les pages 150 par exemple, 151, sur le caractère plastique de nos organes, sur leur capacité d'adaptation, sur leur multifonctionnalité. Kant, fin XVIIIe, avait déjà insisté sur cette dimension. Lorsqu'un rouage manque à une montre, la montre n'en produit pas un. Si la montre tombe en panne, elle ne s'auto-répare pas. Aucun processus ne permet aux autres organes ou aux autres parties de la montre de prendre le relais. Or, dans le vivant, c'est souvent le cas. Et l'on comprend pourquoi donc l'auteur affirme qu'un organisme a plus de latitude d'action qu'une machine. Ainsi, la finalité de la machine est-elle assez restreinte. Il parle de la rigidité de ce finalisme-là, c'est-à-dire des fonctions pour lesquelles l'objet a été fabriqué. Difficile d'utiliser un objet pour autre chose que ce pourquoi il a été fabriqué. Et si nous-mêmes, humains, nous sommes capables de détourner l'utilisation de l'objet vers une autre utilisation possible, comme en calant une porte par exemple avec les œuvres complètes de Molière, qui n'a pas écrit son œuvre en vue de caler cette porte. Ce détournement est humain, ce détournement ne vient pas de l'objet lui-même. Pour ce qui est du vivant, la finalité est beaucoup plus souple. Les parties du vivant ne sont pas inscrites dans un ordre absolument immuable, ce qui fait donc dire à Canguilhem, l'organisme, s'il a moins de finalité, a plus de potentialité. Il multiplie les exemples où un organe, par exemple, a pris le relais d'un autre. Si je suis aveugle de naissance, peut-être vais-je compenser cet aveuglement par le développement d'une autre sensorialité, notamment auditive. La vie regorge d'exemples d'improvisation. Dans le sein du corps du vivant, il y a une place pour la liberté. Une irréductible improvisation, une souplesse dans le registre de la vie, qui fait qu'au fond la vie, c'est précisément l'expérience ou les expériences. Et là encore, le titre de notre thème est justifié. La vie, c'est ce qui fait des expériences qui, librement, plus librement en tout cas que la machine, proposent de se réadapter à des situations particulières. L'adaptation au milieu, par exemple, qui fait l'objet d'un chapitre entier dans le texte qui nous occupe, la connaissance de la vie. Les scientifiques, dans leur laboratoire, ne sont pas donc les seuls à produire des expériences de la nature, puisque la nature elle-même pratique des expériences. Et c'est souvent à l'occasion d'expériences scientifiques que la chose est apparue. Page 151 notamment, Canguilhem évoque les travaux du professeur de biologie au Collège de France Courier, qui a pratiqué dans le corps d'une lapine enceinte une excision de l'utérus. Spontanément, le placenta s'est redéposé, s'est greffé sur l'intestin, et l'intestin s'est comporté comme un utérus. La lapine a mené cette grossesse à terme. Les travaux actuels vont dans ce sens, affirment notamment l'existence d'une plasticité au niveau cérébral. Cette question donc de la liberté du vivant est au cœur de la problématique de l'année. Expérimenter pour le vivant, c'est expérimenter librement, c'est faire preuve d'improvisation. C'est produire du vivant qui n'a pas encore existé, car il n'y a pas de normes étroites, de normes rigides dans le vivant. Dire « cela est contre nature », alors que la nature est inventive,
c'est ne pas comprendre les modes de fonctionnement de cette dernière. J'en arrive au commentaire de la seconde citation que je vous avais donnée, puisqu'elle est un peu plus haut que la précédente dans le texte La connaissance de la vie. On est page 146 de l'ouvrage. Et Canguilhem écrit « Ce qui est donc positif chez Descartes, dans le projet d'expliquer mécaniquement la vie, c'est l'élimination de la finalité sous son aspect anthropomorphique. » Cette dernière citation me permettra de conclure l'analyse du jour et de faire comprendre plus globalement la démarche de Canguilhem dans ce chapitre. En effet, Canguilhem, au tout début du chapitre, rappelait que le cartésianisme, la théorie des animaux-machines, a longtemps été un dogme dans l'histoire de la biologie. Tous les biologistes se disaient cartésiens. La citation que j'ai sélectionnée explique pourquoi. En effet, les scientifiques qui se revendiquaient de Descartes étaient convaincus que Descartes avait enfin débarrassé le vivant de toute forme de finalisme magique. La théorie finaliste, qui analyse non pas les causes, mais les causes finales, c'est-à-dire non pas ce qui se situe en amont, mais ce qui se situe en aval, ce pourquoi les réalités existent, semblait empreinte de mysticisme, de magie. Descartes apparaissait comme celui qui avait renoncé à expliquer pourquoi et s'en tenait humblement à la question comment, fondant par là la modernité même de la science qui renonce à des questionnements auxquels les hommes ne pourraient de toute façon pas apporter de réponse. Descartes a donc été longtemps porté au pinacle par ces scientifiques qui lui savaient gré d'avoir débarrassé la science de toute cette dimension un peu obscure qui l'empêchait de progresser correctement. Le propos de Canguilhem dans ce chapitre revient à non seulement rappeler que cette machine, ce mécanisme complexe, présuppose l'existence d'un artisan en amont, Dieu, pour le fabriquer, pour lui donner une efficience. Canguilhem rappelle également que nos machines ont été produites souvent sur le modèle du vivant et non l'inverse, et propose l'inversion du rapport. Ça n'est pas la machine qui aide à comprendre l'organisme. C'est la machine qui dévie de l'organisme, qui découle de l'organisme. C'est le vivant qui a inspiré nos plus belles machines, et non l'inverse. Je cite Canguilhem. « Il faut, pour comprendre la machine animale, l'apercevoir comme précédée au sens logique et chronologique à la fois par Dieu, comme cause efficiente, et par un vivant préexistant à imiter, comme cause formelle et finale. On le comprend, on ne se débarrasse pas comme cela du finalisme, surtout lorsqu'il est question du vivant. Descartes était convaincu d'avoir fait disparaître la téléologie de la vie, mais en réalité il ne l'a fait disparaître qu'apparemment, puisque les machines qui inspirent sa théorie sont elles-mêmes inspirées par le vivant, et parce que la théologie est tout entière concentrée dans la figure de Dieu, qui est à l'initiative de tout. Canguilhem inverse donc le rapport que Descartes a introduit entre machine et organisme. Ce n'est pas la machine qui est un modèle pour comprendre l'organisme, mais c'est l'organisme qui permet de comprendre pourquoi les machines sont ainsi faites. D'ailleurs, il se peut que la machine soit davantage caractérisée par la finalité que l'organisme vivant. La preuve en est, c'est qu'elle a une finalité étroite, rigide. La preuve en est, c'est qu'une machine ne peut pas remplacer une autre machine, tandis que l'organisme est travaillé par une finalité beaucoup plus souple, une vicariance des fonctions, une polyvalence des organes, écrit l'auteur. Ainsi, l'on comprend mieux pourquoi Canguilhem peut produire cet énoncé extraordinaire. La vie, écrit-il, la vie est expérience, improvisation. Et c'est encore pour cette raison qu'il n'y a pas de machine monstre. Cette analyse s'achève, je vous remercie de l'avoir écoutée. Si vous aimez ce travail, n'hésitez pas à le soutenir en vous abonnant à ma chaîne, en parlant autour de vous, et puis en mettant un petit pouce en l'air. Je vous dis à très vite pour philosopher un peu à l'heure bleue avec moi.